tous et bienvenue dans le journal de la formation spéciale UHFP. Oui, nous sommes aux universités d'hiver de la formation professionnelle à la rencontre de tous les acteurs importants de la formation. Avec nous, Galiléo et ses deux invités. Antoine Prodo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des relations extérieures de Galiléo Global Education. Éducation, un groupe Éducation, français. voilà. Et Julie Pierru, qui est directrice de l'ingénierie de la... Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, pour ceux qui nous écoutent, Galiléo, ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est un acteur important Oui, tout à dans fait. le monde de l'éducation. On ne fait pas des GPS, nous c'est des écoles. Et souvent on ne connaît pas Galiléo, mais on connaît des écoles. Alors parmi celles-ci, vous connaissez le cours Florent, l'EM Lyon, PSB, Strat, Penningen. Donc on est un groupe français, on est le leader mondial de l'enseignement supérieur privé. Et ça veut dire c'est combien d'étudiants en tout C'est environ 120 000 sur la France, avec les formations online, et quasiment 300 000 dans le monde. On est sur une vingtaine de pays, tous les continents. Voilà. Alors aujourd'hui, on est sur l'UHFP, la 19e édition, dont le thème c'est la formation levier d'émancipation et de performance durable, avec 4 défis identifiés. Est-ce qu'il y en a un qui a retenu plus votre attention Oui. L'émancipation, enjeu de société C'est exactement celui-ci. Nous, c'est notre ADN, l'émancipation. Vous savez, dans notre portefeuille d'écoles, on a les écoles ESG. Alors, on a des écoles partout en région avec les ESG, Toulouse, Strasbourg, enfin, vous mettez le nom en fonction du campus, et puis il y a des écoles thématiques ESG à Paris. Ça fait plus de 50 ans qu'on existe, et c'est vraiment un symbole d'ascenseur social. La plupart des étudiants qui arrivent dans cette école au départ n'ont pas forcément eu les qualifications académiques nécessaires, et reprennent confiance en elles grâce peut-être d'abord à un BTS, puis après un bachelor en 3 ans, parfois même 5 ans, grâce à l'apprentissage, et puis en intégrant une entreprise, elles intègrent finalement la société. Donc l'émancipation, c'est vraiment notre cœur de métier. Et puis, il y a aussi des enjeux forts avec la formation professionnelle. Il faut aussi former les salariés en cours, et ça, Galiléo le fait aussi. C'est un métier. On essaye d'adresser tous les besoins. On est plutôt spécialisé sur l'enseignement supérieur, mais la formation tout au long de la vie, c'est un vrai enjeu. On parle beaucoup d'apprendre à apprendre, et c'est vrai qu'avec les évolutions technologiques, les dernières évolutions sur l'intelligence artificielle, maintenant, le salarié, il a besoin d'apprendre une compétence, et pas de retenir une compétence qu'il va utiliser tout au long de sa vie. Donc c'est des enjeux à la fois pour les salariés, on revient sur l'émancipation, et puis c'est aussi un enjeu pour les entreprises qui ont besoin d'avoir une main-d'œuvre qualifiée tout le temps. Finalement, c'est la bataille des compétences qui se joue en France face à un bloc américain qui se renforce et qui se ressent sur lui-même, et un bloc asiatique qui se renforce aussi. Alors, il y a 2 ans, lors des universités de 2023, il était question des mutations de société économique, environnementale, et là, il y avait aussi le numérique, la révolution numérique, qui a impacté aussi bien les métiers, les filières, etc., mais aussi tous les acteurs de la formation. Et donc, vous êtes directrice de l'ingénierie de l'offre, donc vous êtes dans les programmes. Aujourd'hui, cette révolution numérique qui angoissait tout le monde il y a 2 ans, 4 ans, aujourd'hui, comment le groupe se l'est approprié? Aujourd'hui, on parle de data en permanence, et c'est, je crois, votre violon d'ingre. Tout à fait. Alors, il va y avoir forcément, quand on parle de numérique, on va l'intégrer de plusieurs façons. Il y a, dans ma partie, ce dont on s'est occupé, c'est vraiment d'essayer d'établir l'impact qu'avaient les formations sur la trajectoire professionnelle, et de regarder comment on pouvait, grâce à la data, identifier et cartographier les profils de nos étudiants, et identifier la façon dont on pouvait faire évoluer les programmes pour répondre à leurs enjeux. Je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'on fait des enquêtes d'insertion sur certains secteurs d'activité, on réalise que hommes et femmes n'ont pas le même salaire, parfois à la sortie, parfois il y a un décrochage qui se fait après. Donc le fait de pouvoir proposer des cours de négociation salariale pour un certain type de profil et leur permettre d'avoir les mêmes chances, ça c'est typiquement le type de révolution et d'évolution qu'on a mis en place. Alors oui, mais ça s'est mis en place comment? Combien de temps? Quand est-ce que tout a commencé? Racontez-nous un petit peu. C'est OK, c'est des secrets de cuisine interne peut-être, sans dévoiler des secrets industriels. Non, sans problème. Alors, comment on y a pensé? C'était vraiment il y a 4 ans. On s'est servi, on a réinternalisé, nous, l'activité de certification au départ. Donc, les certifications professionnelles, on en enregistrait un certain nombre. Et puis, on s'est dit, la loi à venir 2018, elle avait vraiment fait évoluer
et essayer de faire gagner en maturité tout un secteur d'activité en demandant un certain nombre de chiffres sur l'impact que l'on connaît tous, les salaires, les emplois visés, etc. Et on s'est dit, OK, comment ces chiffres-là peuvent ne pas simplement répondre à un enjeu réglementaire, mais être notre cheval de bataille pour vraiment permettre un développement et la sécurisation des parcours professionnels de nos apprenants. Et donc, il y a 4 ans, on a simplement fait le tour de tous les métiers et fonctions qu'on avait au sein de Galileo pour essayer d'identifier quels étaient les besoins. Et un des besoins qui a émergé, notamment de nos directions pédagogiques, de nos différentes directions pédagogiques dans les écoles, c'était de dire comment on peut améliorer nos programmes de formation pour répondre aux besoins et quels sont ces besoins et comment on qualifie les transformations sociétales et comment on les intègre. Donc on a commencé à collecter de la donnée, ça nous a pris une bonne année pour structurer cela. Et ensuite on a travaillé sur les outils pour pouvoir offrir de la data visualisation. Et enfin, on est rentré là assez récemment, il y a environ 18 mois, sur la phase d'acculturation pour que chaque métier puisse utiliser la donnée qui lui est utile en temps voulu pour répondre à leurs problématiques. Mais ça crée derrière, donc si j'ai bien compris, une évolution aussi des programmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les organismes de formation doivent être de plus en plus agiles. Oui, alors je vais rendre la parole à Julie, mais France Compétences, c'est quelque chose qu'elle suit et que Julie remplit très bien. Je sais qu'il y a très récemment été publiée la liste des 16 métiers émergents. Et encore une fois, je vais lui laisser rentrer dans le détail de tout ce qu'on fait là-dessus, mais c'est quelque chose qui évolue très vite et on voit bien que la liste des métiers émergents d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier et surtout sont très éloignés de la réalité que les étudiants peuvent connaître jusqu'au bac. Donc ça, c'est aussi un enjeu pour nous sur le volet orientation et c'est le cœur de la formation de l'enseignement supérieur professionnalisant, c'est de faire comprendre aux étudiants que oui, vétérinaires, journalistes, avocats, ingénieurs, ce sont des métiers, mais qu'en pratique, dans les métiers du quotidien, dans la vie des entreprises, c'est plutôt project builder no code, on parle même de coordinateur d'intimité, mais ça, je pense que tu maîtrises un peu mieux le sujet que moi. Oui. Donc il y a plein de nouveaux métiers. C'est ça, il y a plein de nouveaux métiers, il y a des métiers qui évoluent. Et puis parfois, même dans les métiers qu'on ne considère pas, en tout cas que France Compétences n'intègre pas encore dans ces métiers en tension ou en forte évolution, on a aujourd'hui des métiers qui se transforment. On le voit avec l'intelligence artificielle notamment, les usages, les méthodes dans des emplois du quotidien. Je parle même des emplois de secrétariat. Par exemple, les emplois du conseil pour ces métiers-là, les emplois même dans nos métiers de pédagogie, de marketing, de commercial, etc. On sent que ces emplois se transforment et aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté, notamment quand on sait que quelqu'un qui rentre en formation ne sortira que, pour certains, entre 1, 3, voire 5 ans. Quelles sont les autres utilisations de la data dans cet univers de la formation? Parce que vous avez plein d'exemples. Et puis après, c'est des outils que vous construisez ou vous allez chercher auprès de prestataires extérieurs des applications spécifiques? Je connais très peu le monde de l'application de la data dans l'univers de la formation professionnelle. Alors, c'est une très bonne question. Sur les usages, comme je vous le disais, on a vraiment essayé de qualifier et identifier l'ensemble des usages. Donc, on va avoir des usages qui vont être très core business. C'est de dire, par exemple, quand je lance de l'apprentissage, quelles sont les entreprises, sur quel territoire. Typiquement, si je veux faire ma relation B2B partenariale et que j'ai une formation en gestion de patrimoine, quelles sont les entreprises qui recrutent à Paris, quelles sont les entreprises qui recrutent à Aix-en-Provence, etc. et comment on peut approcher cela. Donc ça, c'était vraiment du core business. Après, il y avait la question de l'adéquation entre les formations et les compétences disponibles sur le marché et le besoin des entreprises. Et donc ça, on va essayer de qualifier le nombre de personnes qu'on a, qui sont disponibles et qui sont prêts à suivre une formation, le niveau qu'ils ont pour pouvoir adapter et proposer des parcours de formation. Et comme on le disait tout à l'heure sur les territoires, on a aujourd'hui des marques où on essaye d'avoir un maillage territorial qui soit le plus impactant possible et vraiment au service du développement des compétences de la nation. Et donc, pour ce faire, on regarde aussi quelles sont les marques et les programmes de formation les plus légitimes d'un territoire à l'autre. On va avoir cette partie-là. On va avoir l'analyse d'impact.
pour répondre aussi aux appels d'offres que peut avoir France Travail, etc., sur vraiment les besoins au quotidien. Donc ça, c'est pour la question de quelles sont les problématiques, on va dire, auxquelles on essaye de répondre. Pour la question des outils, on a effectué ça, on va dire, en 3 étapes. Il y a ce que chaque organisme peut faire au sein de son organisme de formation, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui de la donnée qui est disponible en masse. Il y a la question de comment je maîtrise la RGPD pour pouvoir utiliser cette donnée à bon escient. Et on a tous, normalement, une suite Office avec Excel. Donc, on n'a pas besoin de gros investissements. Après, des groupes comme nous ont décidé d'investir parce qu'on a compris que cette donnée, elle était stratégique. Et pour ce faire, on a développé des compétences en interne, on a recruté des personnes qui savaient faire pour développer nos propres outils et on s'est appuyé aussi sur un certain nombre Donc, c'est des de nouvelles prestataires. opportunités d'emploi. Il faut recruter des ingénieurs data. Des ingénieurs data, exactement, des data engineers, des développeurs, des data analystes aussi, parce qu'avoir de la belle donnée. Et d'ailleurs, il y a un problème, il y a pénurie dans ces métiers. Donc, oui, mais ce que je dis, Julie, c'est important parce que c'est un usage qui doit être éthique. C'est-à-dire que la question, c'est pas simplement de dire on collecte de la donnée, mais qu'est-ce qu'on en fait? L'idée, on parlait d'émancipation tout à l'heure, c'est quand on va dans les territoires, on n'offre pas, on adapte notre formation pour permettre. Si vous n'avez pas la formation et que la formation vient à vous, il faut qu'elle vous offre une formation dans laquelle vous êtes certain d'avoir des débouchés, un métier. On sait très bien que la mobilité des étudiants, pour revenir sur ce volet-là, est très faible en France, moins de 20%. Ce qui fait que si vous êtes né à Pau, vous auriez pu aller à Bordeaux ou à Toulouse, mais en fait, en réalité, vous allez probablement être fermé autour de Pau, ou peut-être monter à Paris, comme on dit. Donc c'est important que les formations qu'on propose dans nos campus en région soient adaptées. Et c'est aussi à ça que sert la data, c'est des métiers adaptés pour une offre adaptée. Ça n'empêche pas de bouger, ça n'empêche pas les évolutions, mais c'est important, le RGPD, c'est hyper important aussi, oui, tout à fait. Et là, on parle data, oui, il y a la révolution numérique, ça fait partie de la révolution numérique. On en parlait un petit peu il y a 2 ans, c'est l'IA. Aujourd'hui, l'IA au sein de Galileo, c'est quelque chose qui est utilisé, j'imagine, dans le traitement de la data. Oui, forcément, on va avoir en effet dans notre corps de métier, qui est là le traitement de la donnée, on va utiliser l'intelligence artificielle. Mais moi, ce que j'aime bien dire sur l'IA, c'est qu'il faut le voir comme il y a 3 sujets sur l'intelligence artificielle. Il y a comment déjà on transforme nos propres pratiques. Parce que souvent, on a envie de former nos étudiants à l'intelligence artificielle, mais dans nos propres métiers, comment je fais un formateur augmenté, comment j'invente et j'adapte mes évaluations pour à la fois intégrer les nouveaux usages de l'IA au sein de ces métiers-là, mais aussi comment je prends l'IA comme un outil accélérateur pour suivre la montée en compétences au quotidien. Et juste une petite question sur l'IA, parce que vous parliez des formateurs et de l'IA. Il y a une révolution, est-ce que c'est aussi le cas chez vous? Parce qu'il y a 2-3 ans, tous les formateurs étaient vent debout contre l'IA. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils se sont appropriés chez Galileo l'IA au service de leur pédagogie, oui ou non? Sur le volet pédagogie, Julie pourra répondre, mais peut-être juste sur l'IA, ce qui est important, c'est, vous parlez des professeurs, c'est la propriété intellectuelle, et ce qui est important, c'est de la maîtriser. Alors, on dit souvent en Europe, on est très fort pour réguler, et là, peut-être que finalement, c'est assez fondamental de savoir réguler, parce que l'IA, au départ, c'est juste des mathématiques. Hein. Le vrai sujet d'IA qu'on a depuis quelques années, c'est plutôt l'IA générative, et l'IA générative, on le sait, il y a des vrais sujets de propriété intellectuelle, alors ça s'améliore, mais donc c'est important d'avoir un code open source qu'on est capable de travailler en interne pour protéger le base de données, protéger les datasets, comme on dit, et permettre vraiment à nos formateurs, en toute confiance, pouvoir mettre leur propriété intellectuelle, la retravailler, la mettre à disposition de leurs étudiants. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire avec sérieux, parce qu'effectivement, la formation qu'on va donner, si elle n'est pas certifiée derrière par quelqu'un qui a les compétences techniques pour la valiser, gagner du temps et être un formateur augmenté, c'est bien, mais s'assurer que la formation est de qualité, c'est encore mieux. Mais je laisse peut-être compléter sur... Oui, tout à fait. Et puis après, comme chaque transformation, ça nécessite de l'accompagnement au changement. Donc aujourd'hui, de dire chez Galileo, 100% des formateurs sont ultra à l'aise avec l'intelligence artificielle, on ne peut pas le dire. Aucune personne ne peut l'est. le dire. Voilà. Par contre, de dire on a cette volonté de réfléchir aux usages dans nos cours, dans la façon dont on évalue, dans la façon dont on crée des contenus, et on souhaite faire attention à ce que nos étudiants arrivent à utiliser l'intelligence artificielle avec de l'éthique et comment on évalue à la fois ces nouvelles pratiques tout en conservant le niveau et les exigences
liées à la certification professionnelle, c'est là un plutôt beau défi. Alors, voilà, des points d'attention sur tout ce qui est autour du numérique, Très de la data. Alors, voilà, pour terminer cette émission, voilà, on est aux universités d'hiver, il y a eu le discours de la ministre, on est dans un contexte économique un petit peu particulier, de restrictions budgétaires, d'austérité, on va dire, budgétaire. Et quels sont pour vous les enjeux pour l'univers de la formation dans l'année qui vient et quels sont les points d'attention que vous nous conseillez de suivre Avec attention. Avec attention. Alors, on a beaucoup de chance parce que j'ai l'impression quand même qu'on a une ministre du Travail, de la formation professionnelle, Astrid Panosyan-Bouvet, qui a compris que l'enseignement supérieur professionnalisant, que la formation professionnelle, c'est un investissement et pas une dépense. Nous, ça fait un petit moment qu'on explique que l'argent qui est dépensé, c'est de l'argent qui rapporte beaucoup aux finances publiques. Et on le sent bien dans son discours qu'elle a bien compris qu'il y avait effectivement des besoins de redressement public, de finances publiques, ça c'est évident, mais tout le monde en est d'accord. Mais qu'il ne faut pas, sur l'autel des réductions de dépenses, sacrifier d'une part toute une génération, toute une jeunesse, surtout tout le tissu économique français, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la bataille des compétences, c'est la formation tout au long de la vie. Et c'est les messages qu'elle a passés, elle l'a dit, hein, il faut que la formation professionnelle paie dans tous les sens et dans les sens nobles du terme, mais qu'on n'en fait pas encore assez. Et on sent bien que malgré, j'allais dire, les pressions, c'est difficile, Madame Vautrin et Madame Panosyan soutiennent vraiment les dispositifs d'aide pour les entreprises, l'aide directe à l'embauche. Alors, c'était parti très fort après le Covid, il fallait que ce soit réduit. Et puis là, on a compris, moins de 250 salariés, 5 000 euros d'aide, plus de 250, 2 000 euros d'aide. Je pense que c'est important, même si on parle de 250 salariés, de garder un soutien. Parce qu'on oublie souvent de dire qu'une entreprise, une fois qu'elle atteint les 250 salariés, elle doit avoir un effectif de 5% d'apprentis dans ses effectifs pour pouvoir toucher des aides. Donc ce serait un petit peu contre-intuitif qu'au moment où on donne des réglementations supplémentaires pour répondre aux besoins, soudainement on vous dise vous êtes les premiers qu'on arrête de soutenir. Et puis alors, en termes de niveau, le niveau de formation, ça c'est, je remercie encore la ministre du Travail, c'est fondamental de comprendre qu'il faut une continuité. Ça sera peut-être le mot de la fin sur l'émancipation, mais on ne peut pas expliquer que l'apprentissage c'est un facteur d'intégration pour toute la jeunesse et leur dire qu'une fois qu'ils ont un bac plus 2, s'ils veulent atteindre les niveaux supérieurs, c'est plus possible parce que là, les entreprises sont plus soutenues. Ce serait quand même complètement illogique. Donc on a besoin de continuité. Une fois qu'on intègre, notamment par l'apprentissage, des études gratuites sur lesquelles on est rémunéré, on sait que déjà aujourd'hui avec les aides, c'est difficile de trouver parfois une alternance. Alors si on rajoute à ça le fait que c'est plus soutenu, ça devient vraiment compliqué. Donc on espère continuer sur ce volet-là. Merci beaucoup. Merci à vous. À tous les deux. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'offre de Galiléo, vous pouvez aller sur www.ggedu.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal de la formation. Au revoir.